Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Jean-Philippe. J'espère que tu vas bien. Oui. Et toi, ça va? Écoute, ça fait quelques semaines maintenant qu'on prépare ce séminaire Nice 2. Donc, Dis je donc, il a suis, fallu que tu lises Nice 2, hein? Ça a été l'exploit, voilà, non? ça a été formidable. Mais c'est un texte de loi très bien écrit. Je trouvais en tout cas très simple à la lecture. Même mes amis consultants 27001 ont pu le comprendre. Donc, Tout arrive. tout arrive. Bon, l'idée de ce webinaire, vous l'avez bien compris, bon, qui sera disponible en replay, hein, bien sûr. L'idée de ce webinaire, c'est de vous donner un éclairage pratique sur ce texte qui est quand même assez long à lire, qui est assez complexe, parce que toutes les matières n'intéressent pas tout le monde. Donc, on vous a sélectionné 10 questions. Et on va vous présenter pas plus de 2-3 slides en guise de réponse. Et puis, bien sûr, vous aurez la partie technique et orga qui sera adressée principalement par Jean-Philippe. Et moi, j'essaierai de vous donner des éclairages un peu plus juridiques et aussi en termes d'orga, puisque finalement, le sujet est assez transverse. Ça te va, Jean-Philippe? C'est parfait. Voilà. On en profite pour remercier Clara qui a assuré la partie technique et qui continue d'assurer la partie technique de ce petit webinaire live. Donc, merci Clara. Je crois qu'on peut y aller, Marc-Antoine. Allez, on va démarrer. Peut-être juste en une slide. Jean-Philippe, tu nous dis qui tu es? Oui, Jean-Philippe Gaulier, dit le lapin, sous forme d'ours. Je sais, ça te défrise toujours. Oui, ça je comprendrai jamais, mais bon, c'est pas grave. Donc, je suis le président de Cyberzen, un cabinet de conseil en cybersécurité, spécialisé dans les TPE et PME, et puis autour de tous ces sujets de réglementation. Voilà. Merci Jean-Philippe de cette intervention remarquable. Donc moi je suis avocat, Marc-Antoine Ledieu, avocat RSSI Legal, bien sûr, et j'ai subi, je crois que c'est le terme le plus approprié, une formation ISO 27001 pour essayer de comprendre un peu. Je ne l'ai pas fait par hasard, hein, quand vous avez dans les considérants de Nice 2 le terme, la série ISO 27000, ça veut dire qu'on y va assez directement. On va vous présenter successivement donc les 10 questions qui ont fait l'objet des petits sondages là, depuis 5 semaines. Bien sûr, il restera du temps derrière. Normalement, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est Clara qui nous les relaye et on se fera un plaisir d'y répondre en live. Ça te va, Jean-Philippe, comme ça? C'est parfait, comme d'habitude. Voilà, donc vous avez systématiquement les numéros de questions qui sont appelés dans le petit cartouche bleu en haut à gauche avec la jolie numérotation. 1 sur 10, première question. Juste peut-être pour rappeler, Marc-Antoine, que ce sont les questions que nous avons posées sur LinkedIn semaine après semaine de manière inlassable. On a eu des sondages et l'idée aujourd'hui, c'est de discuter de ce que nous, on pense être les réponses correctes aux questions que tu as posées. Voilà. Si vous voyez tourner la tête et opiner du chef, c'est parce que, en fait, je suis à côté de Jean-Philippe, hein, donc on fait un numéro de cirque. Voilà. La magie de la télé. C'est la magie de la télé. Alors, effectivement, première question qui tourne autour des secteurs d'activité de Nice V2, parce que ça, c'est quand même, c'est tout à fait écrit, hein. On va vous montrer tout de suite la liste, voilà, les secteurs hautement critiques et les secteurs critiques. On en revient à la question. Mon entreprise n'est pas secteur critique, je ne suis donc pas concerné par Nice V2. Eh bien, en fait, probablement que si. Hein, en tout cas, c'est mon avis. Tu vas nous dire ce que Voilà, toi, tu en as compris du texte. Mais bah, en fait, il y a deux choses. Là, on peut prendre le secteur d'activité. Soit votre entreprise est directement impactée par Nice V2, vous êtes listé dans les secteurs hautement critiques ou dans les autres secteurs critiques. Alors, vous voyez, c'est assez étonnant puisqu'on parle des entités essentielles, des entités importantes, et on vous parle de secteurs critiques, hautement critiques. Bon, ne cherchez pas de cohérence là-dedans. En clair, vous êtes une entreprise qui gère des problématiques de santé, les eaux potables, les eaux usées, des infrastructures numériques. Vous allez être, avec des critères qu'on verra rapidement tout à l'heure, désigné par l'autorité de contrôle nationale comme étant réglementé. Donc après, vous serez entité essentielle ou entité importante, ça c'est juste un problème de seuil. Mais si votre entreprise est prestataire de services, IT, en clair, un service quelconque, en PaaS, en IaaS, en SaaS, voire dans une certaine mesure, vous fournissez du logiciel on-prem pour une entité régulée, hein, on va prendre donc ce terme entité régulée, vous êtes désigné NIS V2, eh bien si vous êtes le prestataire, un prestataire d'une de ces entreprises,
l'ensemble du régime légal va s'appliquer à vous. Donc, même si vous n'êtes pas directement entité critique, eh bien, potentiellement, vous allez devoir vous soumettre au régime à peu près complet de Nice V2. Donc, vous le saurez assez vite, rassurez-vous, hein, dès que vos clients vous expliqueront qu'ils seront soumis à Nice V2, ils vous demanderont une série d'obligations qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, les prestataires, vous en avez la responsabilité. On reverra ça un peu plus tard. Parce qu'en fait, c'est votre système d'information. Et donc, ce système d'information, vous devez le protéger. C'est marqué noir sur blanc dans le texte. Vous avez la responsabilité. Et on verra que cette responsabilité, elle s'arrête peut-être pas à l'entreprise, mais qu'elle peut éventuellement être portée un petit peu plus loin. Et ça fait partie des nouveautés que le texte apporte par rapport à la réalité des textes actuels. Alors, juste un mot, effectivement, pour comprendre comment ça marche. Donc, si vous êtes entité régulée, alors on vous a mis les deux cartouches, là, les deux pictos au centre, donc vous êtes Dora, on n'en parlera pas aujourd'hui, ou Nice V2, c'est vous qui portez la responsabilité d'être conforme vis-à-vis de l'autorité de contrôle. Si vous êtes le prestataire IT d'une entité soumise à Nice V2, eh bien, vous n'êtes pas responsable en direct vis-à-vis de l'autorité de contrôle, vous êtes responsable vis-à-vis de votre donneur d'ordre, de votre client. C'est lui, en fait, qui va être le garant de votre mise au carré au regard des obligations de Nice V2. Ce qui fait que, en fait, l'État, via l'ANSSI, va désigner des entités qui seront régulées, Nice V2, et ce sont ces entités qui vont porter la charge de la mise au carré de leur prestataire IT. Donc, vous êtes juste prestataire, il y a peu de chances que vous soyez désigné en direct, mais ce sera écrit clairement dans le contrat. Il faudra que vous soyez au carré vis-à-vis de votre client entité régulée. Mais je le redis, puisque tu l'as souligné tout à l'heure, hein, si vous êtes prestataire au sens où vous apportez un service SaaS, eh bien, vous pouvez être directement dans la liste des entreprises concernées. Aussi, absolument. On passe à la deuxième question, l'assurance cyber. Alors, effectivement, on a essayé, vous voyez, on va vous mixer les questions et les réponses pour ne pas vous faire un truc trop linéaire. J'ai une assurance cyber, je n'ai pas besoin d'implémenter les mesures de sécurité NIS V2. Si, je suis sûr que tu as quelque chose à dire, Jean-Philippe. Bon, alors déjà, lisez bien vos contrats d'assurance cyber, hein, parce qu'il se pourrait qu'ils ne soient pas applicables si les mesures de sécurité nécessaires dans le contrat que vous signez ne sont pas en place. Je pense entre autres à la sauvegarde, par exemple, à la politique de mot de passe. Et vous allez voir que Nice V2 va beaucoup plus loin que ça et que les assurances cyber, il y a fort à parier que petit à petit, elles vont aussi glisser vers ce genre d'exigences et que vous ne pourrez pas en prendre une sans correspondre à ces exigences, ou alors, si vous la prenez, ben, vous ne serez pas indemnisé pour défaut de contrat. Voilà, la métaphore, elle est simple, hein. Vous prenez une assurance pour votre appartement ou votre maison, notamment cambriolage. Eh bien, si vous n'avez pas mis les bonnes mesures de sécurité sur la porte d'entrée, l'assurance va vous dire, bah, c'est bien, vous avez payé la prime, mais je ne vous indemnise pas parce que vous n'avez pas mis en œuvre les mesures de sécurité. Eh bien, pour Nice V2, comme pour Dora, ça va marcher de la même manière. Donc, l'assurance est un problème complémentaire, vous n'avez pas un problème, c'est une solution complémentaire. Ça n'empêche en aucune manière de mettre en œuvre les mesures de sécurité, qu'on soit l'entité régulée ou qu'on soit le prestataire d'une entité régulée. Voilà, avec juste 3 slides jolis, parce que j'aime bien cette BD, hein, qui est assez sympa, hein, quand même. Franchement, là, le trio des dieux, ça le fait. Donc, l'esprit de cette législation, c'est moi, régulateur européen, via ensuite les autorités de contrôle nationales, donc l'ANSSI en France pour la directive Nice V2, j'impose de force des mesures techniques. Je vais ensuite mettre en place un système de contrôle, soit a priori, c'était l'homologation, on verra comment ça tourne, on n'a pas la réponse aujourd'hui, soit un contrôle a posteriori de mise en conformité pour voir si vous êtes à l'état de l'art au regard des textes. Et évidemment, en cas de contrôle, vous n'avez pas déployé les mesures de cybersécurité obligatoires, vous êtes négligent, donc vous êtes susceptible d'être sanctionné. Et l'assurance pour ça ne vous protégera pas à tous les coups. Donc, bien décorréler les deux. Sachant que les contrôles doivent être opérés par les États. Alors après, redonner à des personnes validées, on pense potentiellement au PACI ou à d'autres acteurs, mais effectivement, l'ANSSI
aura le pouvoir de faire contrôler et devra faire contrôler que les implémentations sont bien réelles et permettent d'assurer un niveau de sécurité. C'est le tout début du texte. Hein. C'est l'article 1er, je crois, dit vous devez faire la démonstration d'une sécurité avancée. Et effective. Voilà. On passe à la question 3. On passe à la question 3. C'est parti, le RGPD, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Notre ami, le RGPD. Alors, on vous rassure, hein, les questions, on ne les a pas toutes inventées. On a vu passer sur des forums de discussion, sur des fils LinkedIn ou des fils Twitter. On a vu passer un certain nombre d'affirmations magnifiques. Mais le RGPD, c'est pas la même chose que NIS V2. Le RGPD, ce sont que les données à caractère personnel, ok, et dans l'obligation de sécurité qui est à mettre en œuvre au titre du RGPD pour les données à caractère personnel, c'est l'article 32. Et vous voyez l'article 32, en fait, qui est écrit avec les pieds, puisqu'on commence par des bonnes pratiques. Et ce qu'il faut retenir, c'est le principe. Il y a juste ça dans le RGPD. Il faut garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes qui permettent de traiter les données à caractère personnel. Alors, okay. je te trouve un peu dur parce que le début de l'article 32 dit qu'on doit être à l'état de l'art, hein, qu'on doit avoir fait une analyse de risque et qu'on doit mettre des mesures appropriées. Et avec les solutions que tu présentes là, qui sont des solutions telles que, bon, après la CNIL implémente en fonction des sanctions que l'on voit telle ou telle mesure, et on pourrait discuter de ces mesures, mais on a déjà, sur la base du RGPD, et c'est ce que reprend NIS 2, une base solide qui dit on doit être à l'état de l'art. Alors, qu'est-ce que l'état de l'art, Marc-Antoine? Tu peux peut-être, toi, nous dire quelque chose là-dessus? Alors, avant d'attaquer l'état de l'art, on va surtout regarder, vous voyez la différence entre les bonnes pratiques et les principes avec effectivement cette notion de l'état de l'art et de l'analyse de risque qu'on avait dans le RGPD. Voilà, traduit en picto. Alors, je sais, la slide était absolument horrible. Hein. On le sait, on a essayé de faire mieux, mais quand vous prenez l'article 21.2 de la directive NIS 2, voilà l'ensemble des mesures qu'il faut déployer, l'ensemble des mesures organisationnelles, techniques et juridiques qui sont à mettre en œuvre. Donc, vous voyez, ça recoupe un peu avec ce que vous pouvez trouver dans le RGPD. En fait, gardez cette idée simple. Si vous déployez les mesures de sécurité qui sont détaillées dans ces 28 pictos, vous voyez, vous avez l'hygiène numérique, des tests de gestion de risque, de la crypto. 18 pictos. 18 pictos, pardon, j'ai dit combien? 28. 28. Oh non, ça, non, il y a une inflation là, non, c'est terrible. On va rester à 18. En fait, l'idée, c'est quoi? Si vous déployez l'ensemble des mesures de sécurité NIS V2, vous avez fait encore plus que le RGPD. Donc, on ne va pas protéger juste le système d'information en disant, ben là, je suis NIS V2, voilà mon périmètre. Si vous déployez ça et que vous l'appliquez également à vos données à caractère personnel, vous avez fait largement plus que le RGPD. Et là, vous pouvez prétendre être conforme, ou en tout cas avoir fait le maximum pour être conforme. Mais voyez, ça commence toujours par analyse de risque, on va y revenir, politique de sécurité, gestion des incidents, les backups, le blablabla. Bon, voilà, on ne va pas tous les dérouler. Ça va assez loin, hein, puisque vous avez la gestion de la cryptographie, les politiques de contrôle d'accès, la gestion des actifs, les authentifications fortes, la sécurité des communications électroniques. Voilà, on ne détaillera pas tout aujourd'hui. Ça rappelle des choses quand même, hein, tous ces chapitres. Moi, je pense que toute personne, même un avocat qui aurait suivi une formation ISO 27001, je confirme. Devrait avoir quelque chose qui sonne une petite cloche à propos des thèmes. Ce qui est intéressant dans le texte, et peut-être maladroit, hein, c'est que au milieu des différentes lignes proposées comme obligatoires, on retrouve l'hygiène numérique que tu as dans les pictos, là, au milieu de la page. Mais l'hygiène numérique, en fait, devrait être tout en haut, tout au début, puisque on commence par s'occuper de l'hygiène avant de faire le reste, puisque sans hygiène ou sans socle de base, par exemple, vous ne pourrez pas faire une IBIOS RM, une analyse de risque proposée par l'ANSSI. Mais on a tout ce qui est important et tout ce qu'on retrouve dans des choses comme 27002 ou des choses comme ça, et dans les autres textes et réglementations européens qui arrivent. Tu parlais de DORA tout à l'heure. Absolument. On se recoupe. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que l'Europe se dote d'une réponse importante sur la sécurité. Voilà.
Absolument. Et de toute façon, effectivement, dans DORA, alors là, c'est exprimé. Là, moi, j'ai mis les pictos dans l'ordre de l'article 21.2. Bon, c'est un peu mis en vrac dans la fameuse article 21.2. Sachez bien que dans la loi de transposition, le législateur français ne pourra pas dire moins. Donc, au pire, on nous en rajoutera un peu et on y viendra tout à l'heure avec la problématique d'une certification avec les 42 mesures d'hygiène de l'ANSSI et ISO 27000. Mais on va y arriver dans un instant. Oui. Loi de transposition avant de passer au slide suivant, simplement pour dire que c'est une directive, Ouais. ce n'est pas d'application directe, hein, on passe par le règlement, par une transposition, pardon, contrairement à un règlement, hein, comme DORA. Comme DORA. Et donc, quand c'est que ça va s'appliquer, Marc-Antoine? Quand c'est au plus tard que ça doit être en place, cette directive en France? Alors, en fait, il y a des dispositions de cette directive qui seront immédiatement applicables. Je cite l'ANSSI, hein, qui a fait un webinaire très intéressant le 16 mai dernier. Je vous invite à aller voir, on vous mettra les liens pour y accéder sans problème. Tout le régime des divulgations de vulnérabilité au profit, enfin des incidents de sécurité au profit des autorités de contrôle sera immédiatement applicable le 18 octobre 2024, okay, qui est la date butoir à laquelle les États membres doivent transposer. Alors, cette loi de transposition, on le sait aujourd'hui, puisque l'ANSSI l'annonce, elle est en cours de rédaction. Ensuite, ça va être le passage classique, Assemblée nationale, Parlement, tout le monde se met d'accord, c'est voté, ça passe au JO. Donc ça, on va l'avoir probablement un peu dans les 12 mois qui viennent, probablement un petit peu moins. Et là, on aura plus de détails, puisqu'on aura en fait la méthode qui sera retenue par l'ANSSI pour implémenter véritablement ces 18 mesures de sécurité, mais on a l'exemple de la directive Nice V1, dont on vous tirera un exemple très pratique tout à l'heure. Donc, on voit à peu près comment ça tourne. L'ANSSI va sortir via la loi et un décret et probablement des arrêtés. C'est toujours un peu compliqué chez nous, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On aura le catalogue des mesures détaillées à mettre en œuvre, mais qui reprendra obligatoirement ces fameuses 18 mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles et juridiques et blablabla. Voilà, donc c'est comme ça. C'est la sauce à laquelle on va être mangé. Donc, vous voyez, tout y est. Il n'y aura plus qu'à faire. C'est très clair. Merci Marc-Antoine. Mais je vous en prie. Question 4. L'analyse de risque n'est pas obligatoire ni pour les entités concernées, ni pour leurs prestataires IT. Eh bien, en fait, malheureusement pour vous, l'analyse de risque est obligatoire et on va très probablement aller vers une orientation où on vous dira, en plus, l'analyse de risque doit être de tel type. Donc, très probablement en France, IBIOS-RM, puisque c'est poussé par l'ANSSI et c'est une méthode qui fait ses preuves et qui demande encore une fois un socle de sécurité qui est recommandé comme étant par exemple l'hygiène. Donc on fait d'une pierre deux coups. Et effectivement, c'est en fonction des risques vus, préparés, on pourra dire si la sécurité que vous avez mis en place est au niveau de ce qui est attendu. Et le plus fort dans tout ça, c'est que les États en Europe devront s'assurer que les analyses de risque sont faites, sont bien faites, sont cohérentes et que vous y répondiez. Voilà, donc il ne s'agira pas de dire vous avez fait votre analyse de risque et te hocher de la tête en disant oui, oui, oui. Il faudra clairement le matérialiser. Il faudra avoir un document d'analyse de risque qui sera daté. Après, si vous avez 150 risques, vous n'en traiterez peut-être que, je ne sais pas, 20 ou 30. Après, ce sera une question de budget et de gestion des risques. Hein. Ça, ce sera l'appréciation de chaque entité. Mais il est évident que vous êtes une entité régulée, que vous preniez IBIO-CRM ou une méthode plus simplifiée, parce que IBIO-CRM, c'est parfois un peu lourd, vous aurez l'obligation de matérialiser cette analyse de risque. Et si vous êtes entité régulée et que ça vous tombe dessus, eh bien, vous allez demander la même chose à vos prestataires IT. Alors, qui eux déploieront peut-être pas du IBIO-CRM, hein, parce que c'est quand même un peu lourd, Bon, mais globalement, il faudra s'inspirer d'une méthode à peu près connue. Ça pourrait être faire l'ISO n'importe quoi. 27005, par exemple. Voilà, donc après, on verra concrètement comment on fait, mais ne vous voilez pas la face. Il faudra que vous aussi, en qualité de prestataire, vous puissiez démontrer, parce que ça va marcher comment, vous êtes contrôlé, on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre en conformité. Eh bien, clairement, vous commencerez par sortir votre analyse de risque. Mais je pense qu'on ne coupera pas au fait d'utiliser une méthode d'analyse de risque connue et reconnue.
C'est-à-dire que si vous dites, bah, moi j'ai fait mon analyse de risque dans mon coin et puis j'estime que ce sont ces 3 risques-là Au doigt et mouillé. au doigt mouillé et puis non, non, j'ai pas de risque, monsieur le régulateur, n'y comptez pas. Hein. Il faudra que ce soit une méthode reconnue. Il y en a plusieurs, on en a cité 2, il y en a d'autres. Voilà. Et voyez, là, on vous fait juste un petit aperçu, histoire de faire dans la version light, hein, ce texte qui est quand même un peu compliqué. Jean-Philippe trouve ça très clair. C'est la première fois que j'entends dire ça. Globalement, les documents qu'il va falloir pouvoir prouver, alors on a encore un peu de temps pour se mettre au carré, c'est, vous voyez, c'est marqué analyse de risque. Ensuite, ça passera nécessairement par une PSSI écrite. Alors, ce ne sera pas forcément sur le modèle de la PSSI de l'État, qui est peut-être un peu lourde, qu'on soit une entité régulée ou qu'on soit un prestataire, mais globalement, vous n'y échapperez pas. Derrière, alors là, je vous ai mis charte admin, mais en fait, ça va être l'objet d'une des questions qu'on va avoir. Ça va être charte pour tout le monde, vos contrats à jour, et après, un vrai plan d'assurance sécurité, hein, okay, une annexe technique dans tous vos contrats qui montre ce que vous avez fait et ce que vous êtes prêt à faire. Allez, on passe à la question 5. NIS 2 va imposer aux dirigeants comme aux salariés des obligations de sensibilisation au risque cyber. Alors, on aurait même pu mettre sensibilisation et ou formation. Eh bien, oui, la sensibilisation et la formation font partie des obligations, et entre autres, une obligation des COMEX, Marc-Antoine. C'est ça, c'est-à-dire que c'est moins marqué dans NIS V2, on insiste plus dans DORA, mais enfin les textes sont à peu près similaires, puisque NIS V2 c'est le principe, DORA c'est l'exception pour les entités financières, hein, les banques, les assurances et toute l'industrie de la finance. On insiste beaucoup dans DORA sur la formation des COMEX avec l'idée suivante. Si la direction d'une entreprise n'est pas véritablement consciente du risque cyber pour l'activité de l'entreprise, eh ben, ça ne marchera jamais. Ou en tout cas, ça va tourner comme ça tourne depuis un moment. Vous avez la direction qui regarde le RSSI, qui dit, bon, tes histoires, j'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas, tu veux combien de budget? Ben, le RSSI demande 100 000, il a 15 000 et il est censé se débrouiller tout seul. L'Union européenne a changé de politique et a dit maintenant on va obliger tout le monde à se former du haut de l'échelle en bas de l'échelle. Et vous voyez, on vous a fait là une petite checklist. C'est toujours l'article 21.2 de cette directive NIS V2, donc ce sera obligatoirement transposé à minima comme ça. On imposera à l'entreprise d'avoir des plans de formation et c'est précisé, cyberhygiène pour tout le monde. Ça, il y a des pros qui font ça très bien. Et cybersécurité, on va vous former. Il va falloir vous former, que vous soyez le dirigeant de l'entité régulée ou le dirigeant du prestataire et tous les salariés avec toujours pareil, une fois qu'on a suivi sa formation, eh ben, on a sa charte admin, sa charte utilisateur dans lesquelles les mêmes principes sont rappelés et on aura des formations régulières de plus ou moins haut niveau, mais il faudra en justifier avec les budgets derrière. Et j'ai entendu l'anecdote il n'y a pas très longtemps du dirigeant d'une entité financière qui avait des obligations de formation, notamment en matière cyber, et qui venait faire ça par son assistante parce que lui, ça ne l'intéressait pas. Et ben, c'est contre ça qu'il va falloir lutter. Alors, on nous dit sur le chat qu'on ne voit pas le point 7 à cause de notre petite vidéo. Eh ben, on va vous le lire. C'est politique de contrôle d'accès et de gestion des actifs. Mais voilà, vous aurez accès aux slides, hein, en plus du replay, qui sont peut-être déjà sur technique et droit du numérique.fr, le blog. Ah bah non, là, j'ai pas eu le temps. Là, j'ai pas eu le temps. On vous mettra les slides, toutes ces slides que vous voyez là, vous les aurez en intégrale. Quand on vous postera le replay, on vous fera ça par chapitre en dessous, question par question, si vous avez besoin de vous y référer. Et on note au fur et à mesure les questions, donc on reviendra sur vos questions, hein, n'hésitez pas à les poser, on a bien vu vos questions et commentaires, aucun problème là-dessus. Je souligne qu'une sensibilisation, c'est pas un mail envoyé aux équipes en disant attention, il y a une vulnérabilité, déjà parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est, et parce que il faut s'assurer de la compréhension de ce que c'est. Donc, éventuellement un test, un QCM, des allers-retours, une signature de feuille de présence obligatoire. Pour les COMEX, toi qui en fais régulièrement, Marc-Antoine, comment tu t'assures que les gens ont bien compris ce que tu racontais? Alors, le problème, c'est que quand on s'adresse à un COMEX, on n'est pas l'instituteur devant des enfants de 8 ans. Donc, déjà, on prend des gants. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on expose. On essaie d'exposer la thématique, voilà, de manière très concrète.
pas de manière trop technique, parce que les COMEX ne sont pas là pour régler la partie technique. Ça, c'est au métier derrière, au DSI, au RSSI, de faire le job, mais de leur exposer l'ensemble du problème et surtout de leur montrer ce qui leur parle le plus, ce sont les conséquences. Voilà, quand on explique à un dirigeant d'entreprise et à son COMEX que le jour où il a plus d'informatique, hein, pour le dire en mots simples, eh ben, on peut plus prendre de commandes, on peut plus émettre de factures, on peut plus faire la paye, on peut plus suivre sa prod, on peut plus rien livrer. Là, ça devient extrêmement concret. Et ensuite, une fois qu'on a rappelé la réalité de notre dépendance à tous de ces outils numériques, eh bien là, on essaie de susciter des questions et un peu de dialogue. En général, pour les COMEX, passer 3/4 d'heure, 1 heure, tout le monde décroche et il y a toujours des urgences qui tombent. Mais déjà, comprenez bien que tout ça va être fait de manière régulière. C'est pas, tiens, en 2024, pour être conforme à NIS 2, je vais écouter poussivement un avocat ou un pro pour me parler de la cyber et c'est parti pour les 5 ans. Ce sera régulier. Et donc, il faudra changer de discours, il faudra s'améliorer. Et ça va nous demander à nous aussi, professionnels du droit de la cyber, une forme d'adaptation. Donc, on va voir ce que ça donne. Et ne vous inquiétez pas, je vois des gens qui reposent leurs questions au cas où. Vous inquiétez pas, on les a bien notées et on y reviendra à la fin pour pas trop interrompre le flow de la présentation. Est-ce que Marc-Antoine, le RSSI, sera pénalement responsable d'un non-respect de NIS V2 par son entreprise employeur? Alors, ça, c'est intéressant comme question parce que moi, je n'ai pas vu ça dans le texte, que le RSSI serait pénalement responsable. Par contre, j'ai vu d'autres choses. Alors, moi ce qui m'a fait marrer quand on a sélectionné les questions d'après ce qu'on avait entendu avec Jean-Philippe, quand on vous a proposé les réponses, il y avait marqué si c'est ça, je démissionne. Et il y a bien 10 ou 15% de celles et ceux parmi vous qui ont pris le temps de répondre à ce petit questionnaire, qui ont cliqué que si c'est ça, ils démissionnent. Bah, heureusement, ils n'auront pas besoin de démissionner. Donc, on va juste vous montrer en 2-3 slides, et merci de laisser parler le baveux, Jean-Philippe. Euh, voilà, le système des pénalités. Bon, faut être clair. NIS V1, ça concernait 300 entités, à peu près, hein, c'est déclaration publique de l'ANSSI. Aujourd'hui, on va passer à, toujours officiellement de l'ANSSI, plus de 10 000 entités. Donc, il va falloir changer de méthode. Les sanctions dans NIS 1, c'était inapplicable, ça tombait que sur le dirigeant, c'était une espèce d'amende administrative, ça n'a jamais été mis en œuvre. Donc, le principe qui a été retenu dans NIS V2 et qui donc va s'appliquer pour tout le monde à l'identique, voilà. D'abord, c'est un système de sanctions pécuniaires, des amendes administratives, comme dans le RGPD. Sauf que là, il y a un plafond bas. Okay, c'est au moins 2% du chiffre d'affaires. Oui, parce qu'effectivement, ces chiffres-là, ça nous parle, 10 millions ou 2%, et je pense que le au moins est peut-être même mal placé, parce que c'est au moins 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires, versus, dans le RGPD, au maximum 4%, 2 ou 4%, 4% en fonction. voilà. Et donc là, le législateur a compris que finalement, 2% ou 10 millions, c'était pas assez, ou 4% et 20 millions dans le cadre du RGPD, au maximum. Et là, le législateur dit, ah non, non, c'est pas au maximum, c'est au minimum. C'est plancher. C'est plancher. Donc là, ça va faire très très mal. Et puis là, il n'y aura pas de pouvoir d'appréciation de l'autorité qui sanctionnera. Hein, donc ce sera probablement l'ANSSI ou un élément de l'ANSSI. On ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Mais en clair, ce sera le plancher. Donc il n'y aura pas moyen d'échapper à moins que ça. Donc ça, c'est la première étape de la fusée. Le deuxième étape de la fusée, alors c'est écrit de manière un peu elliptique dans NIS V2, là, il faut les taper dans les articles à droite à gauche, il est dit que les organes de direction peuvent être tenus responsables de la violation, alors du dit article, ça veut dire de l'ensemble du dispositif de sécurité. En clair, on peut reprocher aux personnes physiques qui sont au COMEX une sanction directe et personnelle pour ne pas avoir mis en œuvre le respect des dispositions de NIS V2. Et pour vous le faire extrêmement concrètement, je me réfère, alors c'est un morceau de slide que j'ai fait, je fais un screenshot du webinaire de l'ANSSI du 16 mai, dernier. Mais c'est issu du texte. Hein. Ah, je cite l'ANSSI, c'est la capacité, donc probablement de l'ANSSI, de suspendre temporairement les responsabilités dirigeantes pour la personne physique exerçant des responsabilités dirigeantes à un niveau DG ou représentant légal. Si vous êtes en SAS, vous êtes en clair le président ou le directeur général. Si vous êtes le représentant légal, eh bien, vous pouvez avoir une suspension
de votre capacité à diriger votre entreprise. Et c'est gravissime. C'est la première fois qu'on a quelque chose comme Oui. ça aussi poussé. En tout cas, en cybersécurité, c'est sûr. En informatique, c'est sûr. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de textes qui t'empêchent de faire ça. J'avais jamais vu non plus. À part sur des malversations au niveau de l'entreprise, des choses comme ça. Ah, ça, c'est des remontées de responsabilité pénale pour Voilà. comblement de passif, mais une là, suspension du droit de diriger son entreprise. T'imagines, tu n'as pas fait la cybersécurité dans ton entreprise, et là, tu n'as plus le droit, l'État t'enlève le droit de diriger, au moins temporairement, tes fonctions de dirigeant. Quoi. Et l'hypothèse, elle est claire, hein, c'est moi RSSI, moi DSI, je fais remonter les risques, je présente un budget, mon dirigeant dit ça m'intéresse pas, revenez l'année prochaine. Eh bien à ce moment-là, c'est le dirigeant qui a pris une mauvaise décision, et c'est ce type de décisions qui peuvent être sanctionnées. Hein. C'est en clair, c'est ça. Eh bien, tu n'as pas permis à ton entreprise de te mettre au carré, donc je te sanctionne, toi, dirigeant, parce que c'est toi qui n'as pas voulu mener l'exercice jusqu'à son terme. C'est clairement ça que ça vise. Et donc, si les COMEX ne se sentent pas concernés par la cybersécurité avec ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, donc on va attendre de voir comment ça marche. Mais en clair, le premier sur qui ça va tomber, je pense qu'il va transpirer un peu, hein, et puis c'est toujours la même hypothèse. Celui qui donne son nom à la première jurisprudence garde rarement le sourire. Allez, on passe à la question 7. Alors, les chartes éthiques et TAC, seront obligatoires pour tous les utilisateurs connectés au SI de l'entreprise. Tu ne peux pas t'empêcher de mettre des mots anglais dans des textes français. Pour tous les utilisateurs connectés au SI de l'entreprise. Et c'est plus court, comme ça rentrait dans la case. Alors, est-ce que ce sera obligatoire? Et c'est quoi une charte éthique? Alors, dans les textes de l'ANSSI, c'est écrit charte éthique, notamment si vous allez regarder les 42 mesures d'hygiène, les fameuses 42 mesures d'hygiène, si vous prenez les mesures renforcées. Le guide d'hygiène, pardon, voilà. Moi, je l'appelle référentiel parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre la mécanique juridique. Un texte européen transposé en droit national, donc c'est la mécanique des directives. Ça veut dire que l'autorité nationale, une fois qu'elle a sa loi, son décret, ses arrêtés, c'est elle qui impose la manière dont on va interpréter le texte au niveau national. Et quand vous avez en France une autorité qui s'appelle l'ANSSI et qui a publié la V2 en 2017 de son guide d'hygiène, eh bien ça devient de facto un référentiel obligatoire. Il ne faut pas rêver. Alors les juristes les plus pointus vous diront que c'est pas obligatoire, mais en clair, c'est l'état de l'art posé par l'autorité de contrôle, et c'est l'autorité de contrôle qui vérifie le déploiement des mesures qu'elle préconise, entre guillemets, en fait, qui sont quasiment obligatoires. Et c'est ce qu'on appelle de notre côté le socle de cybersécurité, ce sera ça. On peut peut-être citer, je vais en profiter pour faire un peu d'autopromotion, hein, la conférence que j'ai donnée à la JSSI de l'OSIR, que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de l'OSIR, puisque nous, on est spécialistes dans les audits sur ce guide d'hygiène. Un retour sur plus de 40 audits qu'on a fait, avec des retours statistiques, sur la réalité de l'hygiène de sécurité informatique, maturité, dans les entreprises françaises. Et vous pourrez voir que on a encore du travail devant nous. Alors, entre l'hygiène, on a vu, c'était un petit picto tout à l'heure sur ton slide dans les 18 choses à remplir. Je vous dis moi tout de suite que l'hygiène, on n'y est pas dans les entreprises françaises. Alors de là à faire les 18 pictos, il va y avoir du travail. Alors cette charte éthique, ou ces chartes éthiques, Marc-Antoine? Alors, les chartes éthiques, donc à un moment, on se dit est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est pas obligatoire? Quand on lit NIS V2 dans les 18 mesures qu'on vous a montré en picto tout à l'heure, derrière, clairement, il y a les chartes. Ça y figure en toutes lettres. Et désolé pour vous, la charte, ça va pas être la charte juste pour les profils admin, c'est marqué pour chaque utilisateur du système d'information de l'entité régulée ou du prestataire. Donc, faut pas se voiler la face. Il faudra adopter une charte admin, et c'est bien précisé, que ce soit dans le guide d'hygiène de l'ANSSI ou dans ISO, hein, parce qu'en fait, les deux se complètent. Donc aujourd'hui, on vous en parlera dans un instant, quand on veut se mettre en conformité technique et juridique, on va prendre le guide de l'ANSSI, en clair, hein, les 42 mesures, le V2 2017, et derrière, on va compléter avec tout ce qu'il y a dans ISO 27001. Et vous voyez comment ça peut ressortir. Nous, c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait nos annexes sécurité. Le prestataire s'engage à faire accepter des chartes
pour les profils admin ou pour les profils utilisateurs, pardon pour l'anglicisme sur le user, et c'est bien écrit, avec processus disciplinaire formel à l'encontre de ceux l'ayant enfreint. En clair, vous êtes salarié d'une entreprise, alors vous êtes profil admin, on va vous faire signer individuellement une charte admin, et si vous ne la respectez pas, vous êtes susceptible, en clair, d'avoir des sanctions de votre employeur dans le cadre de votre contrat de travail parce que vous ne faites pas le job correctement. En clair, c'est ça que ça veut dire. Et pitié, 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 n'allez pas télécharger des chartes utilisateurs ou administrateurs sur Internet pour les faire signer. Nous avons analysé des chartes avec Marc-Antoine, on vous réserve une petite vidéo à venir sur le sujet. Ces chartes ne tiennent pas la route juridiquement et encore moins techniquement. Elles sont en général obsolètes et ne permettent pas de protéger l'entreprise. Donc, si vous souhaitez absolument faire votre charte vous-même, assurez-vous que ce soit sérieux ou alors faites-vous accompagner par des gens qui ont l'habitude de faire ça. Alors, vous voyez, si on commence à vous parler des 42 mesures d'hygiène de l'ANSSI et de ISO 27001, c'est clair que si vous attrapez une charte toute pourrie en 2 pages que vous allez télécharger très facilement parce que vous en trouverez, c'est clair que le jour où vous êtes contrôlé, vous sortez vos chartes toutes moisies, vous ferez pas rire celui qui va vous contrôler et vous, on vous dira qu'il faut faire le job. Donc, à moins de vouloir faire le travail 2 fois, c'est pas terrible. Et de la même manière, dans votre annexe plan d'assurance sécurité, qui est quoi? Qui est la déclinaison juridique de tout ce qu'il va falloir déployer dans votre système d'information, que vous soyez entité régulée ou que vous soyez prestataire. Voilà. Ne réinventez pas la roue. Vous avez, vous voyez, le petit picto jaune hygiène, ensuite vous avez ISO, vous pouvez faire du HDS, bon, toujours pareil. Ensuite, vous avez le Sectum Cloud, vous pouvez le détailler tant que vous voulez, mais ce sont toujours les mêmes items. Ne réinventez plus la roue. Arrêtez de nous sortir vos questionnaires avec 600 questions dont on ne sait pas ce que c'est. On a des cadres légaux qui sont tout à fait organisés et structurés. Je tousse quand les phrases sont trop longues. C'est la cigarette. Je m'auto-punis. Non, j'ai arrêté de fumer il y a au moins un quart d'heure. Non, même 35 minutes. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et les chartes, ce sera de la même manière. Soit vous faites le job correctement et vous prenez un cadre, voilà, vous avez les 42 mesures et ISO, ne réinventez pas la roue. Et ça s'écrit de la même manière dans les plans d'assurance sécurité. Ce qui permet aux professionnels, qui eux ensuite mettent le nez dans la technique, d'avoir un guide pour déterminer ce qui a été fait, ce qui n'a été pas fait. Et d'auditer correctement, de manière factuelle, savoir si les fournisseurs sont au niveau de ce qu'ils ont signé dans vos contrats. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir une annexe contractuelle et le plan d'assurance sécurité qui va avec, même si c'est redondant dans la réalisation. Vous avez un double engagement de vos fournisseurs et vous ne pourrez plus, aujourd'hui, dans le cadre de NIS 2, vous passer de ces documents et vous devrez vérifier que vos fournisseurs sont au niveau. Pas simplement un fichier Excel un peu bullshit rempli par des gens qui n'ont pas fait le travail, mais qui essayent de vous faire plaisir, parce que sans ça, ils ne peuvent pas avoir les marchés. Donc, essayez aussi d'être réaliste en fonction de si vous demandez à une TPE, une PME ou un grand groupe des choses, puisqu'il est évident qu'une TPE ou une PME ne pourra pas avoir le niveau avancé. Il faut avoir des choses pragmatiques. Et il faut être clair dans la structure de tous ces documents. L'entreprise fait son analyse de risque, sa PSSI. Ensuite, elle va déployer ses mesures de sécurité. Et pour montrer ce qu'elle fait vis-à-vis de ses partenaires contractuels, c'est l'annexe plan d'assurance sécurité. Vous l'appelez annexe sécurité des systèmes d'information. Le titre importe peu. Et pour être sûr que ça marche bien, on va imposer des mesures tout à fait concrètes au profit des salariés. Ce sont les chartes éthiques. Donc, on ne vise pas le même public, mais globalement, vous voyez bien qu'on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Et ce sera bien, moi, entreprise, j'ai fait le job, je suis auditable. Vous voyez, on a essayé de vous le souligner sur cette slide, d'où l'idée de partir de référentiels connus. Je suis auditable par mes partenaires contractuels, mes clients, mes fournisseurs, et je suis auditable, ou en tout cas, je peux montrer que je fais respecter ça par mes collaborateurs, mes salariés. Et ça, c'est la partie charte éthique, entre guillemets, avec profil admin ou profil user standard. Mais voyez le niveau quand même de détail qui est imposé. Là, par exemple, si vous prenez le guide d'hygiène de l'ANSSI, vous traitez déjà la moitié de ISO 27001 et vous complétez avec ISO. Et sans être certifié ISO, vous pouvez démontrer que vous avez suivi une règle qui est connue
au niveau européen et au niveau international. Donc, ça ne vous oblige pas à vous faire certifier ISO. Bon, c'est cher, c'est long, mais au moins vous démontrez que vous avez mis en œuvre d'après un framework qui est connu, qui est reconnu et qu'on commence à être un peu nombreux à savoir gérer. Il y a des discussions dans le chat, tu peux déjà présenter la prochaine question, il y a des discussions dans le chat autour des fournisseurs qui seraient français, entre autres, voire européens. Sachez que le Stacknum Cloud en France, hein, qu'on voit dans l'acronyme SNC sur le slide que Marc-Antoine vous présente, et EUCS dans la réglementation européenne, qui est longue à venir, mais qui va finir par accoucher. Peut-être d'ici la fin de l'année, m'a dit mon contact de l'ANSSI. Voilà, normalement, d'ici la fin de l'année 2023, on devrait avoir le remplaçant de Secnum Cloud, qui est vraiment le truc français, qui serait déployable au niveau européen avec toujours les 3 niveaux. Niveau élevé, niveau moyen pour entreprise normale et niveau bas, valeur 0. Mais on attend. Et ces entreprises-là, il y a déjà eu un vrai suivi de sécurité audité par des gens accrédités par l'ANSSI avec un suivi. Donc aujourd'hui, vous avez des vraies solutions où vous allez avoir, en fonction de ce que vous cherchez, de vraies solutions qui ont fait un travail sur la sécurité par rapport à des géants américains. Alors j'ai vu que ça clashait un peu entre Google et Microsoft sur le chat. Oui, Google et Microsoft aujourd'hui, ils sont quasiment prêts NIS 2, hein, je suis désolé de vous le dire, mais c'est des gens qui prennent la sécurité au sérieux depuis très 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 longtemps et qui font ça bien et qui sont parmi les leaders mondiaux. Alors oui, ils se font pirater, mais je vous mets à l'aise, hein, tout le monde se fait pirater. C'est une question de risque. Il y a que 2 états dans la vie d'un système d'information, c'est celui qui s'est fait pirater et celui qui va se faire pirater. Donc oui, ils se sont fait pirater, mais ça arrive même aux meilleurs, la preuve en est. Et derrière, néanmoins, eux, la sécurité, elle est réelle. Donc oui, on pourra très probablement continuer à travailler avec ces gens-là. Et il y a une vraie certification européenne qui arrive, en tout cas en France, elle est déjà. On va passer à la question 8 parce que le temps tourne et si on veut pouvoir répondre à quelques questions. Alors là, je vois juste une question. Chart admin et chart user annexés au règlement intérieur. Alors, je suis pas un grand spécialiste du droit social, mais globalement, il y a 2 options. Vos chart admin user, soit elles sont annexées au règlement intérieur, il y a une petite procédure à mettre en œuvre, soit vous les faites accepter individuellement par signature de chacun et c'est une annexe au contrat de travail. Hein, c'est une manière de faire aussi. Quoi qu'il arrive, vous aurez l'obligation de leur faire valider qu'ils les ont lus. Ouais, donc, faites comme vous voulez, mais quoi qu'il arrive, il faut que vous ayez la preuve qu'ils les lisent. Alors. Donc, si vous les laissez au règlement intérieur, vous avez quand même une chance que ce soit pas lu. Bon, Jean-Philippe, les pépettes. Ah, les pépettes. Alors, j'ai découvert que ça s'écrivait pépeste. Ah oui, tiens. Bon, ok, non, mais je rectifierai. Okay, moi, je veux pas payer, Marc-Antoine. Les pépestes. Je veux rends l'argent. Ouais. Rends l'argent. Je voilà. veux pas payer. Est-ce que l'ANSSI va payer pour moi? Alors, bon, on va vous le faire en clair. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais moi, j'ai été lire la directive Nice V1, donc la première, la directive Nice 2016. Voilà, je vous fais la citation. Les OSE, donc c'était les opérateurs de services essentiels qui vont devenir entités essentielles ou entités importantes, voilà, appliquent ces règles de sécurité à leurs frais. Alors, je crois avoir lu, hein, je vais le rechercher, que c'est le cas également dans Nice V2. Hein, on le retrouve cette. Ah, je sais pas, tiens, il m'avait échappé. Bon, enfin, en tout cas, voilà, là, on vous a fait une très jolie slide avec cette BD, elle est vraiment sympa. Et j'ai pas modifié du tout l'image. C'est chacun qui va payer. Hein. Donc, les entités régulées, ben, ça leur tombe dessus. Il va falloir qu'ils trouvent le budget pour faire. Et c'est pas l'entité régulée qui va payer pour ses prestataires. Donc, les prestataires, eux, devront faire le job de leur côté. Faut être clair. Et oui, il n'y a pas d'argent magique. Hein. C'est votre système d'information, c'est à vous de le protéger. Ça aurait dû être fait depuis déjà extrêmement longtemps. Donc oui, c'est douloureux, mais il va falloir y passer et il faut prévoir un budget et s'y tenir, quoi. Hein. Allez, question 9. Bon, on va la faire simple celle-là parce que. C'est des maths. Bon, il y a un système de seuil quand vous lisez la directive Nice V2, c'est un régal. Alors, plus de 250 salariés, plus de 50 millions de CA et 37 millions de. Bon, le truc est infernal. Comment ça marche, Jean-Philippe? Eh bien, en fait, il y a une liste par arrêté du Premier ministre. Voilà. En France. En tout cas. Ça va être comme ça. C'est une désignation. Une désignation. Cette liste sera maintenue au niveau des États.
et elle devra être à jour. Donc ça, c'est l'État qui s'en chargera. Nous, on pense à l'ANSSI, mais il y aura peut-être euh, Bon, ça va être une autre l'ANSSI quand entité même. qui opérera, je ne sais pas. Ça doit être l'ANSSI. Et cette liste, elle sera, on dira, ben, toi, et Marc-Antoine vous a déjà mis les Secteur les d'activité. gros Hein. secteurs tout à l'heure. Et puis après, les gens qui en dépendent. Mais les gens qui en dépendent, on va avoir des clarifications. Hein. On vous a dit tout à l'heure, en début de conférence, que le législateur doit prendre la directive et doit dire un peu plus en droit français ce que ça veut dire. Je pense qu'on aura encore plus de précision à ce niveau-là, puisqu'ils avaient déjà fait les travaux lors de Nice V1, et que on va savoir jusqu'où ça s'arrête. Mais pour moi, ça va être hyper large. Hein. Tu as dit tout à l'heure, on passe de 300 entités à 10 000, 10 000, oui. plus les fournisseurs. Voilà. Les fournisseurs d'IT qui ne vont pas être coupés. Et pour vous donner un ordre d'idée sur l'autre texte qui est le règlement DORA, le règlement DORA, dans DORA, il y avait marqué que ça visait les entités donc financières et l'UE en avait compté à peu près 22 000 et l'UE vient de nous pondre, enfin les autorités réglementaires bancaires de Bruxelles viennent de nous sortir un petit document. Ils estiment à 15 000 le nombre de prestataires IT qui vont être directement impactés par DORA. Donc, si vous prenez 22 000 entités DORA plus 15 000 prestataires, vous imaginez ce que ça va donner en France avec 10 000 entités qui vont être régulées par Nice V2. Bah, le nombre de prestataires devrait être à peu près similaire. Donc, ça va concerner quand même un paquet de monde. Et on ne va pas rentrer dans les détails parce que je ne pense pas que ça nous aide beaucoup. Voilà, c'est pareil, c'est une reprise. Bon, à part l'illustration BD, le reste derrière, c'est ce que nous dit l'ANSSI en fonction que vous soyez essentiel, important, annexe 1, annexe 2. Bon, ne cherchez pas, de toute façon, c'est la désignation qui vont tomber. Retenez ça. L'idée, c'est que si vous êtes désigné entité essentielle, il faudra mettre en œuvre 100% des obligations de sécurité technique, juridique, organisationnelle, machin, et vous aurez un régime allégé quand vous serez juste entité importante. Mais ce qui veut dire très concrètement que quand vous serez le prestataire d'une entité essentielle, ben, il faudra mettre à votre tour 100% des obligations de sécurité en œuvre. Tandis que si vous n'êtes que prestataire d'une entité importante, là, vous pourrez ne mettre en place que le régime allégé. Et aujourd'hui, on n'a pas le détail. Ça, on attend pour ça la transposition. On est bloqué dans le conseil qu'on peut vous donner l'interprétation de ces textes. On attend de savoir ce que va nous dire l'ANSSI au niveau de la France. Dernière question. Celle-là, c'est la préférée de Jean-Philippe. Pour ma mise en conformité, je démarre avec les 42 mesures d'hygiène de l'ANSSI et que je complète avec une ISO 27001, 27002. Eh ben, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver à peu près toutes les choses qu'on doit avoir. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit juste de la mise en place de politique ou d'organisation. Hein. Il faut que ce soit une réalité. Donc je dis ce que je fais ce que je dis et je le contrôle. Et c'est ça, a priori, que les autorités vont vérifier, c'est que votre politique de sécurité, c'est pas du vent, qu'elle est bien appliquée et que on va pouvoir en faire quelque chose. Voilà, et là, vous avez en illustration, donc ça, c'est le texte officiel de l'article 21.2, hein, c'est la version littéraire des 18 pictos qu'on vous a montré. Vous voyez, on a juste injecté, histoire de vous faire un peu de variété, on vous a injecté sur fond bleu bah, les numéros qu'on a fait nous, et vous avez les 18 mesures que vous retrouvez. Donc c'est clair, mais on vous parle depuis tout à l'heure de pourquoi ISO, pourquoi ISO, pourquoi ISO. Bah parce que c'est marqué. C'est marqué dans les considérants de la directive Nice V2. Quand c'est écrit comme ça dans une directive et qu'on ait une autorité de contrôle comme l'ANSSI, eh bien, on ne réinvente pas la roue, à moins d'avoir un meilleur référentiel. Moi, j'en vois pas trop. Je vois pas pourquoi on prendrait un référentiel américain. Hein, comment il s'appelle SOC 2. le SOC 2, voilà. Bon, on pourrait prendre SOC 2, sauf que c'est américain. Quelque chose d'international qui s'applique au niveau de l'Europe et qui soit reconnu, c'est écrit, bah, par exemple, la série ISO. Donc, on va être clair, l'autorité de contrôle, c'est l'ANSSI. Donc, on déploie d'abord les mesures d'hygiène élémentaire et on complète avec ISO. Et en fait, ça marche vraiment de la même manière. Il y a quelques trucs en plus. Et peut-être, l'ANSSI, dans son pouvoir réglementaire, demandera quelques mesures supplémentaires ou les précisera. Ça, on ne sait pas, mais on le saura assez vite.
Jean-Philippe? Ben, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, puisque le texte ne parle pas que de ça. Cher Marc-Antoine, il parle beaucoup de ce qu'on appelle les CSERT, ou dit autrement les CERT. Ouais. Il parle beaucoup de communication, il Ouais. parle beaucoup d'informations, d'alarmes, de communication, etc. On n'avait pas le temps de tout adresser. On donne un workshop avec Marc-Antoine à Brest le 3 novembre sur Nice V2 sans péridurale. Donc, comment mettre en place Nice V2 dans votre organisation? Bon, sachez que de toute façon, le duo avocat et Cyberzen sont déjà prêts. Parce que nous, on fait du Nice V2 avant le Nice V2, et tout ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. On accompagne nos clients sur tous les sujets qu'on vous a un peu abordés aujourd'hui. Donc Jean-Philippe, lui, il fait en clair, il fait je des fais le analyses de juridique. risque. Je fais le juridique, bien sûr. Il fait les analyses de risque, les PSSI, voilà, ça s'écrit d'une certaine manière, donc il faut être capable de le faire. On a fait ensemble les chartes, voilà, puisqu'il y a des techniques et du juridique dedans. Et le plan d'assurance sécurité, ben, nous, on a une annexe juridique auditable et très curieusement, en partant du même schéma, puisque ce sont les mêmes frameworks, et ben Jean-Philippe, lui, il a décliné sa capacité à auditer le déploiement effectif des mesures qui figurent dans les belles annexes contractuelles, et c'est comme ça qu'on roule.